Je vais vous parler du robot. Il y avait des émissions, je crois, sur ce matin, ce 1er novembre, je crois que sur France Inter, sur le robot. Alors, la question est de savoir si euh, les robots peuvent devenir des êtres humains, si on est capable de distinguer entre le robot et un être humain, etc. Je pense que le problème n'est pas posé correctement. Peut-être se délibérer, peut-être ne laisse pas. Mais voilà comment je vois les choses. D'abord, il y a dans l'être humain une dimension robotique, déjà. Notre organisme, nos appareils, nos systèmes qui font fonctionner notre corps et qui sont les garants de notre vie, sont des robots. Ce sont des robots d'ailleurs qui ont une capacité à se régénérer, à se réparer. Donc c'est pas nouveau. Donc il y a quelque chose chez l'être humain qui est robotique. Maintenant, où passe la frontière entre le robotique, si on peut dire, et, comment dirais-je, la partie supérieure de notre être, notre esprit, notre âme. Voilà une dualité qui m'intéresse considérablement et qui rejoint celle dont on vient de parler. Absolument. Alors, en 2000, je crois que c'est en 2002, sur le site hommeseffets.com d'Alain Kieser, où est une base, j'avais écrit un article, ce qui s'appelait la zone de Tselem, je crois, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site hommeseffets.com, ou on peut trouver d'ailleurs sur Google. La zone de Tselem, si je me souviens bien, j'avais employé le mot Tselem parce que il y a le mot qui est employé dans le livre de la Genèse, ça veut dire à l'image d'eux, à la ressemblance d'eux. On emploie aujourd'hui le mot pour désigner aussi la racine, pour désigner une photo, Tsilum, et Tsalem, qui a peut-être donné le mot talisman d'ailleurs. Et je disais dans cet article, il y a donc près de 15 ans, que il y a en nous une partie qui est relativement duplicable par le robot, par la machine. Et il y a en nous une partie qui l'est beaucoup moins. Donc, vous voyez bien que la question n'est pas est-ce que le robot est humain ou pas humain, ou est-ce que l'humain... Non, la question n'est pas là. La question, il faut la poser à l'inverse. C'est-à-dire, ce que le robot est capable de faire, ça prouve que ça n'est pas de l'ordre de l'humain supérieur. Disons-le comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est plus... Ça ne veut pas dire que le robot est plus humain. Ça veut dire que nous-mêmes, nous prenons plus conscience de ce qui est chez nous robotique. C'est pas du tout la même chose. On peut par exemple voir que dans certaines sociétés, il y a des choses que l'on croyait, dont on pensait avoir le monopole, d'être capable de les faire, on s'aperçoit qu'on peut les déléguer. Donc on peut les robotiser, si on peut dire. On s'aperçoit aussi que ces choses-là qu'on peut déléguer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant chez nous, paradoxalement. Là, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rare, de plus inimitable, de plus irremplaçable. Le robot peut nous remplacer, mais il ne peut remplacer que ce qui est remplaçable. Et la question qui se pose, ce n'est pas si le robot peut nous imiter, c'est qu'est-ce qu'il peut imiter en nous. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le problème se pose ici, évidemment, avec les femmes. On voit ce fameux film Blade Runner auquel je me réfère fréquemment, inspiré d'un roman de Philip K. Dick,
où à un moment donné du film, Harrison Ford interroge, teste des humanoïdes pour savoir s'ils sont des humanoïdes ou pas. Il y a des tests. Après qu'il y a des tests aujourd'hui qui permettent aussi d'aller dans ce sens. Mais en fait, compte, ces tests, ils sont biaisés. Ils sont biaisés, c'est-à-dire qu'en réalité, ils sont pas biaisés, mais ils sont voués à évoluer. Puisque on peut se faire une fausse idée. C'est à creuser ces questions. On peut se faire une fausse idée de ce qui distingue l'homme du robot. J'ai moi-même, dans différents textes, publiés ou pas d'ailleurs, dit qu'il fallait réfléchir sur la psychologie du robot. Comment il fonctionnait, quelles étaient ses motivations, qu'est-ce qu'il percevait, qu'est-ce qu'il comprenait. Et là aussi, c'est une recherche qui est très intéressante parce que de la même façon que le développement du robot nous permet de mieux comprendre ce qui n'est pas robotique chez nous, il permet aussi de mieux comprendre ce qui est robotique chez la femme. Quand je dis chez nous, c'est évidemment chez les hommes plutôt. Donc, oui, parce qu'on ne peut pas aborder la question de la robotisation en mettant les hommes et les femmes dans le même sac. C'est une absurdité. Sauf évidemment à prendre conscience que face à cette robotisation, les hommes et les femmes ne présentent pas le même profil, qui serait également une chose très intéressante. C'est pour ça que je dis qu'il y a une étude comparative à 3 niveaux, le robot, l'homme et la femme. Et cette étude comparative devrait aboutir à mieux comprendre, mieux distinguer ce qui caractérise ces 3 personnages. Voilà, c'est ça, c'est la question. Donc, ne mettons pas le chat devant les bœufs. Actuellement, on est en train de préciser les frontières. Et on n'en est pas là. Alors, on ne va pas partir, on va pas partir sur des conclusions prématurées sur le fait que le robot soit plus humain qu'on le pensait. Non, c'est que c'est nous, au contraire, qui sommes plus robotiques que nous ne le pensions. Ou que la femme est plus robotique qu'on ne le pensait, ou qu'on ne voulait l'admettre. Donc, c'est pour ça que le débat que j'ai suivi un certain temps est mal posé, très mal posé. Et il est mal posé parce qu'il y a des tabous, il y a des interdits qui font qu'on n'arrive pas à penser sereinement ces questions. Il faut dire les choses comme elles sont. En fait, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un robot? Qu'est-ce qui distingue le robot de l'objet? La femme qui est porteuse d'un enfant, est-ce qu'elle est robotique? Moi, je pense que oui. Donc, c'est pas nouveau, ça, quand même, que je sache. Et, alors, on va nous dire, le robot, c'est... Alors, oui, alors, qu'est-ce que ça va devenir, le robot, et quelles sont ses limites? Bon, ces limites, elles sont très simples. Elles sont d'abord, on reconnaît le robot au fait que il est très répétitif dans ses actions. Il obéit à un schéma, à un plan, un programme, et la question, à mon avis, mais je vais me lancer dans quelques lignes de recherche, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il a du mal à appréhender ce qui est extérieur à lui quand ce qui est extérieur ne se réfère pas à lui. C'est-à-dire quand cet extérieur ne se relie pas, ne se connecte pas à lui objectivement et de façon évidente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une chose est d'observer le monde, de le regarder, d'observer ce qui se passe, etc. Une autre, d'être déclenchable par une impulsion qui viendrait de l'extérieur. Être déclenchable par une impulsion, c'est pas réellement observer le monde. L'observateur, donc il ne faudrait pas tout mélanger et jouer sur les mots. Un instrument peut être déclenché par un processus. Mais cet instrument ne sera sensible qu'à ce processus pour lequel il a été programmé. Donc il ne percevra pas autre chose que cela.
Je suis beaucoup intéressé par exemple aux techniques pédagogiques, et il y a effectivement des approches de la pédagogie, de la prise de parole tout simplement, qui sont très diverses. Et on peut dire sans grand risque de se tromper que le robot, lui, il sera plutôt dans le monologue, dans le cours magistral. Il ne sera pas très interactif. Tout au plus pourra-t-il répondre aux questions qu'on lui aura posées. On revient toujours à cette question de ce rapport à l'autre qui n'existe que parce que l'autre se réfère à nous, mais il ne va pas observer des choses pour lesquelles il n'est pas programmé qu'il doit les observer. Et vous, c'est toute la question. Quelqu'un qui ne voit que ce qu'il a été programmé à voir, ça ne va pas très très loin au niveau de la recherche. N'est-ce pas? Donc c'est toute la question est là. Or, on constate, si on prend le cas de la pédagogie, notamment dans les classes, dans l'enseignement, on appelle primaire, jusqu'à la 7e en France, qu'il y a 90% de femmes, paraît-il. Pourquoi? Parce que ce sont des tâches où on part d'un être humain qui est relativement, je dirais, vide, si on peut dire, qui a besoin d'apprendre, et donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'il est, ce qu'il sait. On lui transmet, on lui fournit des informations, des données. Et là, les femmes font très bien l'affaire. C'est pour ça que les classes primaires, qui sont les classes inférieures, c'est peut-être pas un hasard, sont ouvertes de manière remarquable aux femmes, qui sont elles-mêmes des êtres inférieurs d'un certain point de vue. Il n'y a pas de hasard à ce niveau-là, tout se recoupe. Et ces tâches sont effectivement robotiques, robotisables. Mais donc les enfants en contact de robots, que sont les femmes. Mais ça pourra devenir très rapidement des robots qui ne seront pas les femmes. On me dirait, oui, mais alors à ce moment-là, les femmes, qu'est-ce qu'elles deviennent, les femmes, dans tout ça? Alors c'est un autre sujet, mais que j'aborderai pour terminer, pour équilibrer mon propos et surtout pour rassurer certaines personnes qui pensent que j'ai un discours un petit peu minimal sur les femmes. Non, je pense que les femmes, leur véritable vocation n'est pas là. Leur véritable vocation, c'est que ce sont des instruments qui captent un certain nombre de signaux cosmiques, c'est-à-dire des signaux célestes. C'est l'interface entre nous et le ciel, au sens astronomique du terme, et encore c'est un ciel plutôt astrologique qu'astronomique si on veut. Je vais rentrer dans le détail. C'est-à-dire un ciel qui a été repensé par les hommes, par les sociétés humaines, et qui n'est pas celui des astronomes de la nature, mais qui utilise évidemment les éléments de la nature. Donc ça, elles ont une capacité à ce niveau-là, qui obéit à un cycle de 7 ans. Elles sont les gardiennes du temps, parce que le cycle de 7 ans, c'est un cycle fondamental, qui est lié au mouvement de Saturne et au passage de Saturne sur des étoiles fixes, 4 étoiles fixes majeures. Alors, je sais bien que tout ça, ça n'est pas pris au sérieux par un certain nombre de chercheurs, c'est même qu'on puisse dire, mais je suis obligé de le dire, parce que on ne peut pas me reprocher de minimiser le rôle des femmes, à partir du moment où il y a des choses que j'accorde aux femmes, et on va dire, oui, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ben si, justement, alors si ça ne vous intéresse pas, à ce moment-là, vous n'appréciez pas le rôle des femmes. On entre dans un cercle vicieux. De la même façon, d'ailleurs, que l'homme qui fait l'amour avec une femme, on peut dire quelque part qu'il l'utilise comme une sorte de robot, comme une sorte de machine. Que ce soit pour faire des enfants, ou même tout simplement pour faire l'amour, comme on dit. Donc, est-ce que aimer une femme, c'est véritablement la respecter? Ou est-ce que c'est la traiter comme une machine? Une question qu'on peut se poser aussi, voyez-vous. Si on veut pousser la réflexion plus loin, pourquoi pas? Pourquoi ne pas s'interroger à ce sujet? Est-ce que l'homme qui refuse de fréquenter les femmes ne respecte pas davantage que celui qui les fréquente et qui les utilise, et qui passe par elles en quelque sorte? Question qui peut se poser. Donc on voit bien que derrière ces débats sur
sur la robotisation qu'on a entendue à la radio, se profile de manière beaucoup plus sournoise et inavouée la question des femmes, qui ne pourra pas ne pas se poser, parce que la femme, quelque part, elle est aussi l'interface entre la machine et l'homme. Interface dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle est à moitié machine, à moitié homme, mais cela dit, nous aussi, quelque part, nous, les hommes aussi, nous sommes des machines, puisque nous avons cette dualité entre l'homme et le corps, cette dualité dont je parlais l'autre jour, qui est celle qu'évoque, à mon avis, le premier chapitre de la Genèse, quand on dit Dieu, quel Dieu va transformer l'homme pour en faire quelque chose qui est à la fois mâle et femelle, à mon avis, il faut comprendre, Dieu va donner une âme à l'homme. Et à ce moment-là, il va retrouver cette dualité. Ici, Zahar de Nekeva, à mon avis, qui veut dire mâle et femelle, ça n'est pas bien traduit. En réalité, c'est là qu'on se constitue cette dualité de l'homme, à la fois mâle et femelle, qu'on retrouve dans le portrait de Jésus, par exemple, à la fois Dieu et homme. Donc c'est un très vieux débat, et à mon avis, il y a un contresens à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour vous dire que le masculin et le féminin, le yin et le yang, c'est pas forcément l'homme et la femme. D'ailleurs, certains l'ont remarqué. C'est aussi l'homme, c'est l'âme, et le corps, c'est la femme, par exemple. Donc moi-même, en tant qu'homme, je suis dans la dualité. Je suis homme et femme, je suis homme et robot. Robot au niveau de mes fonctions robotiques qui me font fonctionner, qui me permettent de fonctionner.